Salut guys, ici Rosalie Boyer. Cette semaine au Jason Ambition Podcast, je reçois le créateur de contenu et étudiant en cinéma Zoé Duval. Du haut de ses 175 000 abonnés sur TikTok, Zoé nous explique son parcours de vie et nous fait réaliser que derrière son succès actuel se cachent des années de travail. De son début de carrière en tant qu'athlète professionnel en patinage artistique à ses plus récents projets tels que la mise sur pied d'un festival de court-métrage avec sa bonne amie Camille Felton, Zoé nous explique son cheminement personnel qui le rend aujourd'hui un jeune homme vraiment accompli qu'on peut retrouver sur toutes ses plateformes. En bref, c'était une super belle conversation, profonde et très touchante aussi. Sinon, comme à l'habitude, je vous invite à vous abonner au podcast sur les différentes plateformes de balado-diffusion telles qu'Apple Podcast ou Spotify. Laissez aussi un rating de 5 sur 5, c'est vraiment ce qui fait la différence. Puis, si vous souhaitez écouter le podcast aussi en version vidéo, si ce n'est pas déjà le cas en ce moment, il est disponible sur YouTube. Allez vous abonner à la chaîne du Jason Ambition Podcast et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sinon, pour terminer, je vous invite à vous abonner au compte Instagram du podcast et au mien aussi si jamais ça vous intéresse. Des fois, je laisse des petits sneak peeks de mes prochains invités ou des fois, je vous demande des questions pour mes futurs invités. Donc, c'est toujours cool de pouvoir interagir avec vous sur ces plateformes-là. Et sur ce, je vous laisse sur ma discussion avec Zoé Duval. Bonne écoute! Allô Zoé! Salut, ça va? Ça va toi? Oui, ça va bien. Une bonne petite soirée, là, relax. Exact, relax. Avec le couvre-feu, on n'a pas vraiment le choix. Fait que chez moi. Ouais, je comprends. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour les gens qui te connaissent un peu moins? Yes. En fait, je me définis comme créateur de contenu sur le web. Donc, présentement, je suis vraiment actif sur TikTok, sur Instagram. Et puis, sinon, je suis réalisateur dans le domaine du cinéma. Ça fait pas mal le tour de tout ce que tu fais en ce moment, parfait. Puis dans le fond, moi je te connais depuis comme ton début sur YouTube, tout ça, puis t'étais amie avec Pascal, une fille que j'ai déjà reçue aussi. Mais j'ai appris récemment que tu avais déjà fait du patinage artistique quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ton parcours par rapport à ça? Ouais, ben oui. J'ai commencé à patiner à l'âge de 4 ans et demi, 5 ans. Puis, je m'entraînais, c'est un grand mot, là. J'ai commencé à patiner à Saint-Lin-Laurentide, qui est une ville comme plus au nord, où est-ce que j'habitais. Puis, je me suis développé assez rapidement. Comme quand j'ai commencé le primaire, on m'a mis déjà, j'ai choisi d'aller en sport-études. Donc, j'avais une dérogation déjà du gouvernement parce que ça n'existait pas dans ce temps-là pour si jeunes. Donc, dans le fond, j'allais à l'école l'avant-midi, puis l'après-midi, j'allais patiner. Fait que je me suis développé assez vite comme ça. Puis, à partir, c'est ça, de l'âge d'à peu près 10 ans, je m'entraînais déjà comme une trentaine d'heures par semaine. Puis, finalement, c'est devenu toute ma vie. Je pense que ça a pris la place majeure de ma vie durant les 20 premières années de celle-ci. Puis, j'ai atteint pas mal de mes objectifs en patinage, mais la plus grosse réussite que j'ai eue, c'est, dans le fond, j'ai terminé troisième au Canada au championnat canadien à Aïe, Vancouver en aïe. 2018. Donc, ouais, j'étais bien content. C'est fou. Puis là, est-ce que tu as arrêté ou qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Ouais, ben c'est ça. J'ai pris ma retraite de cette carrière il y a 2 ans, donc de la compétition. J'avais continué à patiner un petit peu pendant un an juste pour garder la forme, puis pour m'amuser. J'ai fait une petite compétition comme ça pour le fun. Mais cette année, j'ai vraiment pas du tout patiné. J'ai même pas remis mes patins depuis maintenant un an. Donc, Puis qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter? je dirais que niveau psychologique, c'était très, très difficile là, parce qu'on s'entend que s'entraîner 30-40 heures semaine quand tu vas faire du ballet, de la danse, du patin, de la musculation. Tu sais, il y a beaucoup de pression avec l'école aussi parce que j'ai toute ma vie, dans le fond, je suis allé à l'école juste la moitié du temps des gens Mhm. normaux. Euh, Fait que ça, c'est quelque chose qui était difficile. Puis c'est sûr, physiquement, quand tu t'entraînes autant que ça, ton corps a de la difficulté à suivre à un Mhm. certain point. Tes os, ils en ont assez. Donc, moi, c'est arrivé plus tôt que prévu.
Dans le fond, moi, je suis atteint aussi d'une maladie auto-immune qui est la spondylarthrite ankylosante. Et OK. puis, ça fait en sorte que j'ai de la difficulté avec mon anxiété. Dès que j'ai de l'anxiété, ça se transforme en mal physique, puis ça va faire des blocages dans mon dos. Donc, euh, pour ces raisons-ci, j'ai comme décidé que c'était mieux de laisser ça de côté. Puis, j'ai eu beaucoup de difficultés aussi avec euh, le domaine du patinage en général. Le domaine du sport, c'est très compétitif, évidemment, mais il y a des pas belles affaires qui se passent des fois. Puis, moi, je considère que j'ai été victime d'abus psychologiques, malheureusement, par certaines personnes. Puis, ça a fait en sorte que j'ai décroché plus rapidement du patin que ce que j'aurais dû. Mhm. Puis comment t'as fait le deuil de tout ça? Ça a été dur parce que c'est tout le temps, tu sais, tu te poses tout le temps la question, comme tu te définis en tant qu'athlète, parce que moi, c'était tout ce que je faisais, là, tu sais, fait que c'était ma première définition, moi, c'était mon premier trait de caractère d'être patineur, tu sais. Fait que pendant longtemps, je jonglais avec les possibilités. Est-ce que je continue? Est-ce que je recommence à patiner? Est-ce que je mets ça complètement de côté? Est-ce que je continue à moitié? Est-ce que je divague vers un autre milieu qui est connexe, mettons comme la danse? Mais je dirais que dans la dernière année, le fait que la pandémie nous a frappés, ça m'a comme empêché de patiner un certain moyen parce que les glaces étaient beaucoup moins accessibles. Puis j'ai plus réussi à faire mon deuil de cette façon-là parce que j'ai décroché complètement. Mhm. Euh, Puis maintenant, ça fait partie de mon identité, ça fait partie de moi, mais plus au passé, tu sais. Puis je me verrais pas là, reprendre la compétition. C'est sûr que j'adore le sport du patinage artistique en tant que tel encore. Ça va jamais me quitter, je pense. Mais je me définis plus en tant qu'athlète. Tu sais. J'ai de la misère à monter les marches aussi maintenant, tellement c'est essoufflé, mais Ça, c'est un détail. La pandémie. Puis tantôt, tu disais que tu avais subi un peu d'abus psychologiques. Comment ça se traduisait dans ta vie? Est-ce que c'était à partir d'un jeune âge? Comment ça se manifestait? ben, je dirais que c'est à peu près quand j'avais une quinzaine d'années. Tu sais, je peux pas trop donner de détails à propos de ça à cause que ben, c'est ça, il y a des processus qui sont en cours pour ça. Ouais. Mais en gros, c'est ça, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les autorités qui étaient au-dessus de moi, euh, qui, qui, me- qui étaient censées me protéger, me sécuriser et qui finalement ont un peu abusé de ma conscience d'enfant. Puis ben, j'ai fait une grosse dépression à partir de ça aussi. À l'âge de 16 ans, à peu près, je suis tombé dans une dépression majeure. J'ai été suicidaire. J'ai vraiment fait le tour de tout ça. Puis ben, c'est pas mal ça, comme ça que ça s'est traduit, là, je dirais. Mhm. Puis est-ce que tu as l'impression que ça t'a rendu plus résilient? Oui, évidemment, ça a forgé ma personnalité. Je dis pas que c'est quelque chose que. Tu sais, c'est pas quelque chose que je conseille de Non, vivre, là, c'est sûr. t'entends? C'est pas J'aurais nécessaire pour bâtir j'aurais cette préféré résilience-là. pas le vivre, mais ça l'a donné comme ça. Puis je pense que ça m'a apporté des qualités qui seraient peut-être développées plus tard. Euh, Mhm. c'est de la maturité émotionnelle, puis de l'intelligence émotionnelle que j'aurais peut-être pas eu nécessairement à mon âge. Mhm. Puis est-ce que tu as l'impression que maintenant tu es bien où tu es dans ta vie, que tu t'accomplis bien puis que tu arrives bien à choisir les personnes qui t'entourent? Ouais, je crois que c'est sûr, ces expériences-là ont fait en sorte que je suis plus, je pense mieux à mes choses avant de les faire, puis je me méfie un peu plus des gens, malheureusement, mais en même temps, ça peut être positif aussi, mais en gros, je trouve que je suis vraiment satisfait avec ma vie présentement. Je me sens bien dans mon travail, mes connexions humaines, malgré qu'on n'en ait pas beaucoup ces temps-ci. Mhm. Euh, mais oui, je dirais que oui, je suis bien. C'est sûr que j'ai encore des séquelles de ces traumatismes-là qui me suivent aujourd'hui. Puis ça, tu sais, je pense que c'est le travail Un d'une travail vie. personnel, ouais. Ouais, c'est sûr. Tantôt, tu nous as aussi mentionné que tu étais réalisateur. Tu es un bon ami de Camille Felton aussi. Ensemble, vous avez fondé le festival Émergence. Veux-tu nous en dire un peu plus sur le pourquoi, le comment ça s'est passé, puis pourquoi vous vous êtes jumelés ensemble?
Ouais. Ben, en fait, moi et Camille, on s'est rencontrés à l'école, au cégep. Parce qu'il m'a. Dans le fond, moi, je suis en sport-études. Fait qu'en gros, je suis tombée avec la cohorte des plus jeunes vu que j'allongeais mon cégep. Puis, je suis tombée dans la classe à Camille. Puis, il fallait se mettre en équipe pour faire un projet. Et on était un peu deux rejets dans la classe. Ah ouais, Donc, comment ça? ben, je sais pas, on est deux personnalités fortes, mais qui vont pas nécessairement de l'avant pour aller faire des connexions. Tu sais, on est quand même assez réservé dans la Ouais. vie, tu sais, si on ne nous connaît pas. Euh, Puis comme on s'était un petit peu parlé, parce qu'en tout cas, ma mère, elle avait une entreprise de robes, puis on avait un peu parlé pour une promotion là, sur son Instagram et tout, ben, tu sais, on s'est comme juste regardé, puis on a fait, OK, on est les deux seuls qui se connaissent ensemble, ben, on va se matcher. Mhm. Puis on a fait notre premier film, nos premiers exercices ensemble de cinéma, puis ça a super cliqué, autant au niveau, tu sais, sur le travail que sur le plan émotionnel, on s'entendait super bien. Fait que depuis ce temps-là, en fait, on a pas mal fait 100% de nos projets ensemble, que ce soit à l'école ou même à l'extérieur. Puis c'est ça, comme on était déjà proches, ben un jour j'ai eu l'idée de fonder un festival parce que moi et Camille, on avait appliqué pour une grosse subvention avec un autre cinéaste. Euh, Puis on avait vraiment travaillé notre projet très, très fort. On avait mis beaucoup d'efforts là-dedans. C'était niveau professionnel, selon moi, même quand je le regarde aujourd'hui. Puis on s'est fait refuser majoritairement parce qu'ils nous trouvaient trop jeunes, puis euh, il avait peur un petit peu de nous laisser de l'argent, euh, vu qu'on n'avait pas l'expérience nécessaire ou la reconnaissance nécessaire. Votre âge vous faisait perdre la crédibilité, dans le fond? Ouais, ouais, exact. Puis, tu sais, le fait qu'on n'avait pas fait de gros festivals encore, tu sais, on en avait juste fait un. Fait que moi, j'ai trouvé ça un peu décevant parce qu'au lieu de juger le travail pour ce qui était vraiment, ben, ils ont jugé comme l'ensemble, puis ils ont jugé surtout nous en tant que. Ils ont je- évalué le contenant au lieu du contenu. Exactement, puis ça, c'était décevant à entendre. Fait que j'ai appelé Camille, puis j'étais comme, mais tu sais, pourquoi qu'on se ferait pas un festival qui aiderait les gens dans notre position? Parce que clairement, si ça nous arrive, c'est parce qu'on n'est pas seul non plus à que ça arrive. Ouais. Euh, Puis le domaine du cinéma québécois en général est très, très fermé, donc c'est difficile d'y accéder. Fait qu'on s'est dit, on va faire un festival qui va mettre en lumière les cinéastes émergents de 30 ans et moins pour que ça leur fasse vraiment un tremplin de étudiants à professionnels pour pouvoir les propulser plus facilement. OK. Parce que dans le fond, personnellement, j'ai vu ton entrevue avec mon ami parce que mon ami a réussi à, lui passer une entrevue dans le cadre d'un projet scolaire et cetera. Puis tu disais dans cette entrevue-là que c'est très difficile pour, les jeunes cinéastes d'avoir une place en quelque sorte dans les grands festivals, à moins que ce soit vraiment des festivals un peu étudiants. Est-ce que pour vous, c'était aussi une manière d'ajouter du professionnalisme pour pouvoir l'écrire dans un CV pour que ce soit plus officiel? Oui, exactement. C'était complètement ça le but, tu sais. Parce que quand tu fais des demandes de subvention, il faut absolument que tu sois reconnu par tes pairs, mais dans un contexte professionnel. Puis malheureusement, même si les festivals étudiants, c'est quelque chose de super, je le recommande à tout le monde. Moi, j'ai eu des superbes expériences, puis je trouve pas que c'est moindre que d'autres festivals. C'est justement pour ça, malheureusement, les festivals étudiants ne sont pas reconnus comme des vraies reconnaissances quand tu mets ça sur un CV. Donc, nous, on trouve ça ridicule, mais comme on ne peut pas changer le cours de l'histoire puis qu'on ne peut pas changer la Ouais. structure du cinéma québécois au complet, ben, on a décidé de faire un entre-deux justement qui pourrait aller aider ceux-là qui essayent d'émerger de leur contexte étudiant, parce qu'on leur impose ça. Si tu es aux études, ben, tu es un étudiant, puis ça veut dire que tu es moins bon que les autres, mais non, c'est trop pas vrai. Xavier Dolan, il a fait son premier long métrage à genre 20 ans, puis c'était un prodige, fait que ça n'a pas rapport avec l'âge. Non, c'est ça, c'est vraiment pour abolir les jugements, Ouais. sur l'âge. C'est sûr que ça, c'est vrai, là, ça apparaît beaucoup dans les médias. On voit beaucoup plus de gens qui sont, déjà
qui ont déjà acquis plusieurs contrats en avoir d'autres que des gens à qui on donne la chance. Puis c'est triste parce que Ouais. pour acquérir cette expérience-là, il faut que quelqu'un croie en nous dès le départ. Comme par exemple, juste avec le podcast, si vous acceptiez pas de venir au podcast, jamais le projet aurait pu voir le jour. Donc, je pense que c'est à partir de gens qui sont inspirants comme vous qu'on parvient à faire des grandes choses, dans le fond. Ben là, merci, c'est cool. Puis qu'est-ce qui t'a amené à faire le transfert du monde un peu plus athlétique, du patinage artistique vers le cinéma? Je dirais quand j'ai arrêté de patiner, ben, fallait que je me reconstruise en quelque sorte parce que j'avais plus d'identité à moi. Je pouvais plus dire, ah oui, je suis un athlète de haut niveau. Tu sais, ça avait plus rapport avec moi. Fait que, j'ai décidé de justement aller aux études puis d'ajouter des cordes à mon arc. Puis, ben, le domaine cinéma m'avait toujours un peu interpellé. J'ai hésité beaucoup entre la mode, le cinéma. Dans ma famille, on est une famille d'artistes, donc c'était sûr que je m'enlignais vers un contexte de communication ou d'art. Puis j'ai choisi le cinéma finalement parce que, pour de vrai, au début, c'était un peu un lancer dans le vide. Tu sais, j'avais jamais rien fait d'autre que patiner. Je mettais ma vie là-dedans, fait que j'avais pas nécessairement d'autres choses pour m'appuyer, mais tout Mhm. m'intéressait. Donc, je me suis dirigé plus vers le cinéma. Puis finalement, ça a cliqué, donc j'ai pas eu à changer de Est-ce que tu branche. avais toujours eu un doute que ce domaine-là allait te convenir puis que tu allais aimer ça ou au contraire, tu te lançais vraiment dans le vide? Ben, je crois que j'avais un doute parce que quand j'étais jeune, j'étais toujours celui qui avait sa caméra puis qui filmait ses amis puis qui faisait des faux films puis des vidéoclips, tu sais. Fait que ça a toujours été quelque chose qui faisait partie de moi aussi. Donc, ça m'étonne pas du tout que j'aime ce domaine-là. Puis en ce moment, tu étudies en quel programme? En ce moment, je suis à l'UQAM dans un certificat en scénarisation cinématographique. Donc, c'est un certificat de littérature pour vraiment scénariser. Puis au cégep, j'ai fait communication profil cinéma, dans le fond. OK, parfait. Fait que quand même, tu t'enlignais vraiment pour ça, là. Ouais, ouais, c'est ça, exact. C'est beau à voir. Dans le cadre de tes cours, quel type de film tu réalises? J'ai réalisé plus de films expérimentaux, je dirais, que de fiction. C'est quelque chose qui m'attire peut-être plus parce qu'il y a plus de liberté, il y a moins de règles et de cadres à respecter, je dirais, là, dans les films expérimentaux. Fait que j'ai fait beaucoup de ça. Sinon, quelques fictions, mais tu sais, c'était vraiment des petites fictions de comme 4 minutes ou moins. Puis sinon, dans mes cours en ce moment, je réalise pas nécessairement les films, mais j'ai scénarise parce que c'est ça, c'est des cours de scénario. Donc en ce moment, je scénarise plus des courts-métrages de fiction parce qu'en scénarisation, c'est sûr qu'ils nous apprennent la structure idéale. Donc on y va plus pour quelque chose de typique. Mais je suis à l'écriture de moyen-métrage, de court-métrage. Puis sinon, à l'extérieur de l'école, tu sais, je fais d'autres projets aussi là, au niveau du cinéma. Puis est-ce qu'à l'avenir, tu as l'intention de livrer certains messages, à travers tes créations? Par exemple, j'ai vu sur ton Instagram que récemment tu avais, publié, je pense que c'était une quote ou quoi que ce soit, une image qui disait: «N'utilisez pas le mot gay comme une insulte». Est-ce que tout le mouvement LGBTQ+ t'inspire à travers tes films? Est-ce que tu essaies de, t'exprimer puis de livrer un message qui te tient à cœur à travers ton art? Ouais, ben, je dirais que oui, ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, mais dans mes scénarios, c'est quelque chose que je vais intégrer, mais de façon plus naturelle, je dirais. Parce que pour moi, dans ma famille, dans ma psychologie, à moi, euh, la sexualité de quelqu'un, c'est tellement rien de problématique. C'est quelque chose de tellement naturel. Tu sais, quand j'ai fait un coming out à mes parents, je peux même pas appeler ça un coming out, je leur ai juste dit que je datais un gars. Puis ça n'a pas été No genre, big ah, deal. non, c'était même pas comme une annonce, c'était vraiment comme une conversation comme on a toi puis moi. Tu sais, fait que je pense que c'est comme ça que je l'interprète et que je l'intègre à mes films. Comme là, justement, tu sais, j'ai écrit un long métrage avec Camille, justement, on s'en parlera plus tard dans le podcast. Mais tu sais, le personnage principal est homosexuel, mais c'est pas un film qui tourne autour de l'homosexualité puis des enjeux de l'homosexualité. C'est vraiment un film où le personnage est homosexuel puis il n'y a aucun problème avec ça, peu Mhm. importe dans le film. Fait que, tu sais,
je pense que oui, j'intègre ces enjeux-là, mais d'une façon à apporter un certain naturel puis une certaine acceptation de soi qui est évidente. Puis Mhm. ça, Étant c'est clair. jeune, oui, 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 vraiment. Étant jeune, est-ce que tu étais aussi à l'aise avec l'homosexualité? Ben, c'est sûr que ben, dans ma tête à moi, oui. Parce que moi, il y a un de mes frères qui est homosexuel, moi, je suis bisexuel. Fait que, tu sais, ça a jamais. Puis moi, j'avais 7 ans, puis je savais que j'étais bisexuel. Là, tu sais, genre, j'ai jamais eu de doute De dans ma doute, ouais, tête. ça a J'ai toujours été jamais eu à... évident. C'est ça. Donc, pour moi, ça n'a jamais été un problème. Puis vu que j'étais chanceux, j'étais entouré de gens qui étaient super ouverts aussi, ben ça n'a jamais été quelque chose de problématique. C'est sûr que tu sais, j'en avais pas parlé avant un certain âge. Je pense que j'ai fait comme un coming out à, je sais pas, 18 ans, mais j'en avais pas parlé parce que justement, j'ai eu une blonde pendant super longtemps, puis ça me convenait. Puis tu sais, je m'étais dit, ben regarde, tant qu'à avoir une blonde, je vais pas comme commencer à parler de ma sexualité Mhm. quand j'en ai pas de besoin, mais tu sais, en même temps. Fait que j'ai jamais eu Pourquoi, vraiment de pourquoi problème, mais je pense que ressentir le peut-être. besoin d'en Ouais, parler à la base? Tu sais, c'est normal, là, c'est pas... c'est ça. ouais, c'est ça. Fait que tu sais, je dirais que j'ai toujours été aussi ouvert, là. OK. Puis dans le fond, est-ce que maintenant, c'est quelque chose que tu aimes défendre sur tes plateformes ou au contraire, étant donné que tu vois ça comme étant vraiment très normal puis que ça devrait pas être un big deal, tu décides d'être un peu plus discret à travers ça ou t'aimes l'aborder? Ben, je dirais que j'aime l'aborder parce que, évidemment, dans la société qu'on vit, il y a encore des problèmes avec les différentes orientations sexuelles. Fait que j'ai pas le choix de, tu sais, je peux pas faire comme si tout le monde trouvait ça naturel, puis comme si c'était quelque chose de rose et beau. Mhm. Je pense que c'est important de soutenir cette cause-là, d'en parler, puis d'informer les gens. Peut-être que je le fais différemment de d'autres qui sont peut-être plus militants, puis qui vont avec des arguments chocs. Tu sais, moi, j'essaie justement d'amener une espèce de, tu sais, rassurer les jeunes ou les plus vieux à pouvoir être qui ils veulent, puis que leur dire que c'est normal, puis que tu sais, les gens qui les acceptent pas, ben c'est comme c'est tout bad pour eux. Tu sais, fait que j'essaie d'apporter un certain naturel, oui, mais c'est sûr que dans la société dans laquelle on vit, j'ai pas le choix d'être un petit peu d'affirmer. D'un porte-voix pour cette cause-là, ouais, je comprends. Ouais. Est-ce que tu as déjà ressenti des préjugés par rapport à ça? Ben oui, toujours. Toujours, toujours, là, tu sais, peu importe que j'étais au primaire, tu sais, j'étais différent des autres à la base pour plein de raisons, pas nécessairement ma sexualité, parce qu'on s'entend qu'au primaire, tu sais, Mhm. vraiment qu'ils savaient que j'étais bisexuel, là, je pense pas, là, mais attends, c'était quoi la question? Parce que j'ai eu un blanc de mémoire. J'ai juste dit, est-ce que tu as déjà eu des préjugés, tu déjà ressenti des préjugés par rapport à ça? Oui, ben oui, c'est ça, toujours. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, même les gens qui peuvent m'entourer, des fois, peuvent passer des commentaires sans. Tu sais, c'est tout le temps des commentaires pas nécessairement méchants. Des fois, on croise des homophobes, puis c'est vraiment flagrant, puis c'est comme, OK, wesh, c'est dégueulasse. Mais des fois, c'est vraiment des gens que t'aimes, puis qui disent un commentaire du genre, tu sais, moi, ça me dérange pas, les gays, mais tu sais, ça me rend juste mal à l'aise de les voir s'embrasser ou blablabla dans les films. Mhm. Tu sais, c'est des affaires de même que ça devrait même pas se dire, ça devrait même pas se penser. Fait que, évidemment, ça fait toujours partie de mon quotidien. Puis, qu'est-ce que tu perçois comme étant plus inclusif? Si, par exemple, une personne veut être certaine de pas, porter un disrespect, de pas être irrespectueuse envers la cause LGBTQ+, comment elle doit s'y prendre? Ben, premièrement, je dirais de s'informer plus sur la cause. Fait que, tu sais, même moi, je fais partie de la communauté, puis je continue quand même de m'informer sur ce qui est des pronoms, des différentes sexualités qui existent, parce qu'on connaît même pas toutes, tu sais, ce qui existe, puis des fois, c'est intéressant de s'informer, puis comme ça fait en sorte que tu es moins maladroit par la suite, parce que c'est sûr que si tu te caches dans tout ce que tu connais, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas sortir des choses qui plaisent pas aux autres, tu sais. Fait que c'est important de s'informer. Puis, ben, je pense que c'est ça le tips numéro un. Il n'y a pas d'autre chose à part. Je pense que ce qui nous fait peur, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Fait que, Mhm. C'est sûr, ouais. De vraiment s'informer envers la cause, puis d'apprendre, tous les petits bémols ici et là qui pourraient être un manque de respect, mais qu'on le sait pas, puis que ça pourrait causer un moment un peu maladroit, là.
Ouais, c'est ça. Puis si ça arrive, ben, tu sais, juste de s'en rendre compte, puis encore une fois, de se réinformer, puis de s'excuser. Puis, tu sais, c'est pas. Le but, c'est pas de cancel les gens qui disent un commentaire homophobe sans le savoir. Tu sais, c'est justement de leur apprendre que c'est pas Mhm. bien. Étant plus jeune dans l'industrie du patinage artistique, est-ce que tu en parlais? Est-ce que tu t'affirmais beaucoup à travers ça ou au contraire, c'était vraiment je suis patineur artistique, c'est tout, c'est ma personne? Non, je dirais, je m'affirmais pas parce que, ben, premièrement, justement, je suis en couple avec une fille. Fait que, tu sais, c'est sûr que Ouais. pour moi, il n'y avait pas vraiment d'urgence d'en parler ou quoi que ce soit. Fait que pour moi, c'était comme case réglée. Puis dans le milieu du patinage, c'est tellement un milieu d'apparence, un milieu de jugement. Tu sais, c'est un sport jugé à la base. Fait que Mhm. c'est comme une des pires choses, là, je dirais. Ouais. Fait que c'est sûr que peu importe, tout ce qui peut amener des côtés négatifs, habituellement, tu le caches, malheureusement, pour ce qui Ouais. est du patinage artistique. Ouais, puis ça, c'est affreux parce que justement, ça devrait pas être caché, ça devrait être normalisé, puis ça devrait faire partie, du commun des vivants, là. Non, je comprends Exactement. vraiment ce que tu expliques. Puis pour revenir un peu par rapport au domaine du cinéma, tantôt on parlait que tu travailles avec Camille, avec le festival Émergence. Qu'est-ce qui t'inspire du domaine du cinéma? Ben, j'aime beaucoup le. Tu sais, j'ai toujours été intéressé puis impressionné par le star system. Puis, évidemment, tu sais, l'attention en général, tous les phénomènes de stars, tu sais, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné. Fait que pour ce qui est du cinéma, c'est tu sais, de créer des moments, de créer des têtes d'affiches, de créer des histoires. C'est tous ces petits points-là. Puis, ça englobe plusieurs de mes passions parce que justement, j'aime l'écriture. Tu sais, mon père est écrivain. J'aime tout ce qui est mode, design. Ma mère était designer. J'aime la photographie. Fait que, tu sais, ça regroupe tous ces aspects-là. Puis c'est ce qui est excitant dans le domaine du cinéma pour moi, là, je dirais. Puis si tu avais à choisir vraiment un seul métier de tout le domaine, ce serait lequel? Je serais réalisateur. Ouais. Ah ouais, sans aucun doute. Puis sur les plateaux de tournage, en quoi consiste ton rôle, dans le fond, pour les gens qui s'y connaissent un peu moins en matière de cinéma? Parce qu'on voit ça au grand écran, on voit souvent le résultat final, mais on voit pas tout le processus derrière. Ouais, ben un réalisateur, dans le fond, c'est lui vraiment qui va être euh, plus concentré à l'écart. C'est lui qui va euh, avoir le droit de veto puis les décisions sur pas mal tout ce qui se passe sur le plateau. Fait qu'il y a beaucoup de préparation avant les tournages. Donc, c'est pas mal le réalisateur qui se tape beaucoup de la préparation parce que c'est ses idées principalement. Puis l'équipe qui est autour vont aider le réalisateur ou la réalisatrice à exécuter son idée principale. Puis sur un plateau, c'est quand même une belle job, tu sais, parce que justement, tu peux faire les décisions, puis oui, c'est C'est plus intense, concret. mais c'est ça, c'est concret. Puis, tu as quand même des assistants en réalisation qui, eux, font la job sale, si on veut, de crier après le monde, puis les rapailler, puis placer les horaires, puis tu sais. Fait que je dirais que le réal, il est là vraiment pour rendre son projet, puis organiser la masse de gens qui créent le film. Tu dirais que ça prend quelle qualité pour se lancer dans le domaine du cinéma? Parce que j'imagine que c'est des gens vraiment créatifs, qui sont innovateurs. Selon toi, c'est quoi les meilleures qualités pour aller dans ce domaine-là? Ben, je dirais qu'il faut être fou. Parce que c'est difficile. Tu sais, on se le cachera pas, justement, c'est un domaine restreint. Puis c'est comme. C'est un micro-domaine où est-ce qu'il y a beaucoup de compétition. Fait que c'est sûr qu'il faut aimer son domaine à fond. Il faut être évidemment créatif parce qu'il faut aimer créer, il faut aimer faire de l'art, puis il faut aimer pas nécessairement être original parce que tu sais, je pense que tout a pas mal déjà été fait, mais de le faire à sa façon, à soi. Puis faut être motivé parce que justement, il y a tellement de refus, puis il faut tellement que tu sois résilient. Il faut que tu sois prêt à être motivé, puis Faut que à. tu acceptes l'échec, puis que Ouais, il faut que tu acceptes l'échec pour pouvoir rebondir là-dessus, puis faire quelque chose de mieux après, tu sais. mmh Puis toi, est-ce que tu as l'impression que tu as toujours eu ça en dedans de toi ou ça s'est vraiment développé?
pense que j'ai toujours eu ça en dedans de moi. Tu sais, quand j'ai été en patinage, c'était la même affaire. Si je, à chaque fois que je revenais des compétitions, là, je me souviens, je revenais d'une compétition puis j'étais encore plus motivé parce que là, tu sais, j'étais dans ma création. Puis là, je voulais être encore meilleur à la prochaine. Fait que je me souviens, je revenais de la compétition. Puis là, je commençais à faire des sauts dans mon salon. Puis là, je m'exerçais, je m'exerçais. Puis je me mettais des nouveaux objectifs, tu sais. Fait que j'ai toujours été comme ça. Je pense que ça s'est juste transposé vers un autre milieu. Mais Mhm. C'est toujours une question de persévérance, là. ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Tantôt, tu nous as mentionné que tu étais présentement en écriture avec Camille. Peux-tu nous en parler un peu plus? Oui, j'en ai pas beaucoup parlé encore. En fait, on a fini l'écriture. On a fini juste avant qu'elle parte pour Big Brother Célébrité. Ouais, c'était vrai, elle est encore là en ce moment, hein, je pense. Ouais, c'est ça, être encore là dans la télé-réalité. Mais c'est ça, on a écrit un long métrage de à peu près 1h20, 1h30. Puis on l'a co-scénarisé ensemble, puis on compte le co-réaliser si on réussit à pouvoir le produire dans les prochains mois, les prochaines années. Puis, ben, tu sais, je peux pas raconter exactement l'histoire, mais en gros, c'est quand même un peu inspiré de mon parcours en patinage artistique. Je pense que le personnage principal est quand même inspiré un peu de moi, romancé, évidemment. Puis, ça va être une coproduction France-Québec. Fait que c'est quelque chose de cool aussi. Je pense que ça va être vraiment un beau projet. On est vraiment excités pour la suite des choses avec ce projet-là. Mhm. Puis le processus d'écriture, comment ça fonctionne? Est-ce que vous vous réunissez puis vous écrivez ça comme ça sur le coin d'une table? J'imagine que ça prend beaucoup d'heures de travail. Ouais, on a commencé. On se donnait chaque mercredi, en fait, dans les derniers mois. On se disait chaque mercredi, ça va être notre journée d'écriture. C'était une journée qui était libre pour nous deux. Fait qu'on s'est dit, on va se booker les mercredis, puis on n'a pas le choix. Si on a de l'inspiration, ou même si on n'a pas d'inspiration, on se voit cette journée-là, puis on fait que ça. Évidemment, Camille et moi, étant des meilleurs amis, ben on faisait plein d'autres choses en même temps, mais souvent, on réussissait à faire plusieurs heures d'écriture dans la journée. Puis ça fait en sorte qu'après, tu sais, après 2, 3 mois à faire ça chaque mercredi, ben, tu sais, tu fais des heures et des heures d'écriture, puis ça avance quand même bien. Puis on était à peu près rendu à la moitié du scénario euh, quand on a eu un boost de motivation, puis on s'est dit, ah, on va aller faire une retraite d'écriture pour s'inspirer un peu, puis pour donner un petit coup, tu sais, parce qu'on voulait le finir, ce scénario-là. Fait que, on s'est loué un chalet. On s'est fait tester pour la COVID, évidemment. On s'est loué un chalet, puis on est allé juste nous deux dans le fond des bois, vraiment dans le fin fond des fins fonds. Puis on a écrit pendant 4 jours de suite. Ben, une des plus belles expériences de ma vie, je dirais, parce que justement, le fait d'être dans la nature, de décrocher de la ville, puis d'avoir juste ça à faire, tu n'as pas à te soucier de n'importe quoi. Tu fais juste te concentrer sur ton art, puis sur ton récit. Puis on était comme 24 heures sur 24 à fond dans l'histoire et dans les personnages. Fait que c'était très motivant. Puis j'en garde des beaux souvenirs. Fait que, puis dans cette retraite d'écriture-là, on a réussi à terminer le scénario au complet. Puis j'imagine que pour votre inspiration, comme tu disais, ça vient un peu de votre vie en général, du type de personne que vous êtes. Mais mis à part ça, est-ce qu'il y a des facteurs extérieurs qui influencent votre inspiration? Ouais, ben je dirais, c'est sûr qu'il y a plein de personnages qui ont des touches d'un peu plein de personnes dans nos vies, tu sais. Des fois, c'est un personnage d'une grand-mère, puis tu sais, on va prendre quelques traits de nos grands-mères, mais ça se fait inconsciemment, tu sais, des fois, mais on dirait qu'on essaie de se retrouver un peu dans nos personnages, puis dans notre film pour pouvoir s'identifier mieux. Puis Ouais. je, je pense que oui, je dirais que c'est un peu inspiré de tous ceux qui nous entourent. Puis est-ce qu'on va pouvoir retrouver ce film-là dans les cinémas? Comment ça fonctionne? Mais pour l'instant, c'est ça, on est en processus de pré-production, fait qu'on est à la recherche de producteurs. On n'a pas encore commencé les démarches officielles. Fait que pour l'instant, c'est pas encore fait. On a fini l'écriture, puis on a un vraiment beau projet en main. Mais là, les prochaines étapes s'en viennent, puis ça, je vais pouvoir te donner plus de détails après ça, quand ça sera plus concret. Est-ce que tu penses que la COVID-19 a vraiment affecté le processus? J'imagine que ça vous a un peu ralenti. Je dirais que c'est le contraire. Ça nous a probablement aidé parce que les deux, évidemment, tu sais, Camille, elle a
perdu beaucoup de son emploi parce que, veut pas, la COVID a fait arrêter beaucoup de choses. Moi, ça m'a forcé à me cloîtrer chez moi. Fait que je dirais que ça nous a laissé beaucoup de temps libre. Puis, ça a fait en sorte on s'est obligé à se lancer dans ce projet-là parce que si on avait eu nos vies en même temps puis nos activités extérieures, ben, tu sais, on n'aurait peut-être pas réussi à faire ça, tandis que là, on a pu avoir la chance de terminer ce scénario-là. Mmh. Puis toi, personnellement, sur, le plan, connaissance de toi-même, émotionnel, comment la pandémie t'a fait évoluer? Ce qu'elle m'a fait évoluer, je ne sais pas, mais je pense que, tu sais, depuis les 4 dernières années, mettons, là, disons, depuis que j'ai commencé à consulter avec ma dépression et tout, justement, c'est un travail personnel que je fais sur moi-même depuis ces années-là, puis ça s'est pas arrêté durant la COVID. Justement, j'ai pu continuer. Je pense pas que c'est un processus qui s'est accéléré non plus. Je dirais que la COVID a probablement plus affecté de façon négative mon moral parce que je veux pas, c'est dur pour tout le monde. Mmh. J'ai vécu plein de choses durant cette période-là, donc je sais pas comment j'ai évolué. Je pense que ça me laisse plus de temps pour trotter dans ma tête et me découvrir, je dirais. Mmh. Je pense qu'il est trop tôt pour dire, ce que je peux en ressortir, mais clairement, je vais pouvoir en ressortir quelque chose, dans les prochaines Ouais. années. Ben, ce qui est certain, c'est que ça t'a donné un petit boost sur les réseaux sociaux, du moins c'est ce que je ressens. Tu es sur TikTok, tu es sur YouTube, Instagram, tu es beaucoup plus présent sur les plateformes. Est-ce que les réseaux sociaux apportent des bénéfices à ta santé mentale? Oui, ouais, ben, je dirais que oui parce que, tu sais, TikTok, j'ai commencé l'été passé, fait que ça fait même pas un an encore. Ben, ça va faire un an que, tu sais, j'ai commencé TikTok, puis je dirais que tout le support que, justement, les gens me donnent, tu sais, c'est quelque chose de fort, là, d'arriver chez toi puis d'avoir tout le temps des commentaires. Oui, il y en a des négatifs, mais la majorité, tu sais, c'est des commentaires positifs, des beaux messages d'amour, puis ça fait tellement du bien. Puis même si c'est des messages qui sont virtuels, puis ça reste que c'est quelque chose d'important pour moi. Tu sais, tous les gens qui me suivent, qui m'encouragent, ben, c'est sûr, ça me touche, puis ça me supporte beaucoup, puis ça me fait grandir dans tous mes autres projets aussi, tu sais, en tant que personne, je dirais. Évidemment, ça a des effets négatifs aussi, mais Ouais, c'est sûr. Puis toi aussi, j'imagine que tu es une personne super créative, tout ça. Est-ce que les réseaux sociaux t'offrent une liberté que le cinéma ne t'offrirait pas nécessairement? ouais, c'est clair parce que surtout sur TikTok, tu sais, sur Instagram, c'est une plateforme plus conservatrice, je dirais. On essaie de se montrer toujours à son meilleur et la plus belle vie que personne peut avoir. Tandis que sur TikTok, tu sais, on peut se permettre d'être plus soi-même, je dirais, puis d'être. C'est triste à dire pour de vrai, même moi je trouve ça triste, mais tu sais, d'être plus soi-même, puis de pouvoir. Moi, je me montre sous tous mes jours là, sur TikTok. Là. Je suis laid à fond, puis je fais des niaiseries, puis je m'en fous comme dans l'an 2000. Fait que je dirais que justement, dans le cinéma, c'est un petit peu plus comme Instagram. C'est plus quelque chose de plus léché. Tandis que sur TikTok, je peux vraiment lâcher mon fou puis aller plus dans l'humour. Mmh. Puis j'imagine que ça t'a permis de faire, plusieurs connaissances, notamment, Pascal qu'on a reçu dans le deuxième épisode du podcast. Comment tu trouves ça de créer des amitiés à la base qui sont virtuelles, mais qui se transforment en réelles amitiés? Ben, c'est quelque chose de fort. Je trouve que c'est impressionnant d'avoir rencontré ce beau monde-là parce que c'est des gens qui sont impressionnants aussi, là, je trouve. C'est des gens que je suivais avant de les connaître puis avant de pouvoir devenir leurs amis. Fait que je trouve ça impressionnant. Puis justement, avec les TikTokers, je dirais qu'on a créé un bon réseau de TikTokers québécois, puis on est comme pas mal tous amis ensemble. Puis c'est quelque chose de cool, je trouve, c'est positif. Mmh. Est-ce qu'il y a une certaine compétition que tu perçois dans le domaine du cinéma ou dans le domaine artistique au Québec pour réussir à percer que tu vois pas nécessairement sur les réseaux sociaux? Dans le sens que sur les réseaux sociaux, tout le monde a sa plateforme, tout le monde gère son contenu comme il veut, puis ça offre justement une liberté dans le sens que si les gens veulent s'abonner à eux, ben qu'ils s'abonnent, puis c'est comme ça que ça fonctionne tout simplement. Donc est-ce qu'à travers tout ça, tu as l'impression que
à long terme, tu irais plus vers les médias comme Instagram, les réseaux sociaux que les médias traditionnels ou au contraire, tu aimerais plus pousser ta carrière dans le cinéma? Euh, ben pour commencer, je dirais que le domaine du cinéma, évidemment, c'est très, très compétitif. On se bat tous pour les mêmes motons d'argent, puis c'est tout le temps l'argent. L'argent mène le monde dans peu importe les domaines, on va se le Malheureusement, dire. oui. Ouais, c'est ça. Puis dans le domaine du cinéma, c'est ça la plus grande difficulté. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, c'est pas la même compétition parce qu'on partage pas le même montant d'argent, si on veut, parce que il y a une différence entre les créateurs de contenu qui font ça comme pour le fun, puis les créateurs de contenu qui font ça pour gagner leur vie. Même si c'est le fun, ça reste que c'est quand même différent. Donc, je dirais que, évidemment, c'est différent. Oui, il y a une compétition qui est présente dans les réseaux sociaux aussi parce que, veux pas, oui, on peut se partager les mêmes auditoires. Puis ça, il n'y a pas de problème. Tu sais, tout le monde pourrait avoir autant d'abonnés, puis OK. Mais l'affaire, c'est que plus que tu as d'abonnés, plus que tu as de contrats, plus que tu as de contrats, ça veut dire que tu t'enlèves des contrats à un autre. Fait évidemment, il y a une compétition qui se fait en quelque part. Par contre, c'est sûr que le domaine du cinéma, c'est quelque chose que je voudrais plus pousser parce que c'est ma passion première. Les réseaux sociaux, j'adore ça, mais c'est sûr que je ne veux pas faire des TikTok jusqu'à la fin de mes jours. On ne sait jamais, mais c'est vraiment pas ça que je prévois. Je pense C'est pas plus. dans tes plans. Non, c'est ça. Je pense plus me servir de mes réseaux justement pour amener les gens à me suivre dans tous mes projets, peu importe que ce soit quoi. Ça pourrait être, je pourrais peut-être même me changer de carrière un jour, puis peut-être ça va me tenter de me lancer dans le domaine de la mode, puis ça sera ça, mais au moins si j'ai un following, puis une gang de personnes qui m'apprécient, puis qui apprécient mes projets, mais au moins je vais pouvoir les amener avec moi dans ceux-là. Mhm. Puis comment t'as su que tu avais un intérêt assez prononcé envers le cinéma pour t'y lancer? Parce que en ce moment, on est en demande au cégep puis tout ça. Puis toi, tu disais que dès le cégep, tu avais déjà un programme en cinéma. Donc, qu'est-ce qui a été le déclic chez toi en secondaire 5 ou plus jeune qui t'a vraiment incité à découvrir ce programme-là? Ben, c'est ça, j'hésitais entre design de mode puis cinéma. Puis je suis allé en cinéma parce que ça me permettait de toucher un petit peu à la mode aussi. Parce que, tu sais, en cinéma, il faut que tu t'occupes de tout ce qui est visuel. Donc, ça faisait partie L'esthétisme puis tout intégrale ça, ouais. c'est ça, de, de ce domaine-là. Fait que je suis allé pour quelque chose dans ma tête qui était plus neutre, le cinéma, qui regroupait plusieurs aspects. Puis finalement, ben, je me suis fait prendre à mon propre jeu, puis je suis comme tombé en amour avec ça. Est-ce que tu as déjà eu la chance d'être acteur sur certains plateaux de tournage ou au contraire, tu es vraiment juste réalisateur, tu es juste derrière la caméra? Oui, parce que tu sais, dans les projets étudiants, évidemment, on s'entraide, puis on n'a pas toujours accès à des acteurs de renommée, là. Euh, avec Camille, on était chanceux parce que dans nos films, on pouvait tout le temps avoir des bonnes actrices, des bons acteurs, mais c'est pas le cas de tout le monde. Fait que souvent, ben, je pouvais participer à des courts-métrages de mes amis, puis ça m'a donné quand même de l'expérience parce que quand tu es devant la caméra, tu peux en apprendre plus sur comment être meilleur derrière la caméra, tu sais, pour le jeu d'acteur et tout. C'est important je sais pas, de l'avoir vécu pour pouvoir mieux coacher tes acteurs par la suite. Fait que ça, je pense que ça a été un bon bagage pour moi, mais c'est pas quelque chose que j'ai pu expérimenter beaucoup. Est-ce que c'est quelque chose que je voudrais dans le futur? Je pense que oui, j'aimerais ça. Mais je pense qu'on quand on s'intéresse au domaine du cinéma, le mieux, c'est d'aller toucher un petit peu Ouais, tous les rôles, dans ce domaine-là, dans ce métier-là. Donc veux pas, j'imagine que tout t'intéresse un petit peu à différents niveaux, mais quand même qu'il y a un intérêt prononcé envers chaque rôle dans la conception d'un film, là. exactement, exactement, c'est bien dit. Puis Camille étant, comédienne, est-ce qu'elle t'apporte des fois des points de vue que tu n'aurais pas nécessairement étant donné que tu as un peu moins d'expérience de plateau qu'elle ou quoi que ce soit? Comment vous vous complétez? Ben, c'est spécial la façon qu'on travaille parce que on, on est comme pas complémentaires, on est quasiment Opposé? pareil. OK. Non, même pas, on est vraiment pareil. C'en est effrayant des fois. Tu sais, on va travailler sur des projets, mais on n'a même pas besoin de se parler pour changer des choses puis corriger des petites affaires. On travaille comme à une seule tête. C'est vraiment spécial.
Puis c'est ça qui fait en sorte que, tu sais, on trouve que nos projets sont spéciaux puis qu'on adore travailler parce que notre façon de travailler ensemble est comme hors de l'ordinaire. Mais c'est sûr que oui, elle m'a apporté beaucoup d'expérience au niveau, tu sais, des plateaux, puis surtout le jeu d'acteur, tu sais, tout le monde a sa spécialité, puis c'est sûr on laisse ça aux experts, là, dans le sens que, tu sais, c'est sûr que sur un plateau, je vais laisser Camille diriger plus les acteurs, tandis que je vais m'occuper plus de d'autres choses. Ouais, c'est pas mal ça. Puis quelle serait votre définition du film parfait? Est-ce que c'est le film que vous créez en ce moment ou quels acteurs vous aimeriez amener? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Si jamais vous voulez vraiment faire un film là, à succès plus tard, c'est qui que vous voulez dans votre équipe? Ce serait quoi le scénario? Je dirais que le film parfait, c'est pas le film qu'on va réaliser en premier. Je trouve que c'est un merveilleux projet qui va être fou, puis je suis sûr que ça va être touchant. Le film parfait, on verra par la suite. Je pense que ça prend beaucoup d'expérience pour faire le film parfait, puis ça prend beaucoup d'erreurs, puis c'est ça. Mais sinon, mes acteurs fétiches, je dirais que évidemment, Anne Dorval, moi, c'est comme une comédienne qui. Je peux pas trouver mieux qu'Anne Dorval. T'sais. Dans ma tête à moi, Elle se c'est une démarque, là. des best sur le best. Ouais. Puis sinon, c'est une très bonne question. Ben, je dirais que Xavier Dolan, j'aimerais beaucoup travailler avec lui en tant qu'acteur. C'est que lui, il soit acteur. Je trouve que ce serait quelque chose d'intéressant. Je le trouve bon, puis je le trouve surtout intéressant. Puis je trouve que ce serait le fun d'interagir avec lui pour travailler dans un contexte de travail. Fait que je dirais pas mal ça, mais écoute, tu m'as pris de court, là. Faudrait que je réfléchisse. Mais il y a tellement de personnes talentueuses dans le milieu du cinéma, Ah oui, surtout au Québec, là, j'en reviens pas. Moi, personnellement, j'ai un de mes voisins qui est acteur, qui a eu la chance de travailler avec Xavier Dolan. Puis il m'a emmené sur certains plateaux de tournage, tout ça, puis c'était tellement une ouais, belle expérience. J'ai côtoyé des gens, puis tout le monde est tellement bon dans le domaine du cinéma. Tout le monde est talentueux, puis ils sont tellement accueillants aussi. J'étais une nobody là, sur les plateaux de tournage. J'étais sur les plateaux de tournage de la Dérape. Puis ok, à TVA, c'est ça. Puis dans le fond, c'est un ami à Camille, tout ça. C'est Samuel Gauthier. Puis c'est ça, c'est mon voisin. Ben, ça a été mon voisin. Quand j'étais plus jeune, tout ça. Puis il m'a amené sur les plateaux de tournage. Puis je trouve ça fascinant de voir à quel point tout est méthodique. Tout est ouais. planifié, scène par scène. OK, clap. Quand le clap est fait, là, après, c'est vraiment comme silence, action. Puis est-ce que tu aimes le côté direct du cinéma, direct dans les émotions, direct dans les actions, dans les répliques? C'est une bonne question. Tu sais, le cinéma, c'est vraiment comme une chorégraphie. Là, justement, quand la clap se fait aller, c'est carrément une chorégraphie, c'est quasiment comme de la danse. Tu sais. Je dirais que justement, c'est ça la différence avec la télé. C'est que tu sais, la télé, c'est beaucoup plus brut. Tandis que ce qui n'est pas négatif, là, c'est vraiment pas péjoratif. Mais au cinéma, c'est très travaillé, justement, puis c'est très. Je ne sais pas comment l'exprimer avec les bons mots, mais je pense que c'est plus ce côté-là du cinéma que j'apprécie, c'est le côté parfait. Parfaitement L'esthétisme. imparfait, mais tu sais, c'est l'esthétique, les émotions, tu sais, que tu puisses reprendre. Tu sais, sur les plateaux de Xavier Dolan, là, justement, j'en parlais beaucoup avec Camille qui a tourné sur son dernier film, puis tu sais, ils prenaient, eux, évidemment, ils ont assez de budget pour prendre leur temps, là, mais ils prenaient une journée au complet pour faire une seule scène, tu sais, puis ils refaisaient le même mouvement, toujours pour avoir vraiment la perfection, tu sais. Fait que c'est ça, moi, qui me fascine, un peu comme dans le sport, tu sais, dans le patinage artistique, de refaire toujours le même mouvement pour avoir le mieux que tu peux. C'est ça vraiment qui me satisfait dans le cinéma. Est-ce que tu es un perfectionniste dans l'âme? Oui. Est-ce que ça a Ça, toujours pris une place plus du côté professionnel ou du côté de tes études aussi, tu étais perfectionniste? Comment ça a pris sa place dans ta vie? Euh, au niveau artistique, puis tu sais, dans tout ce que j'aime faire, je suis très, très perfectionniste. Mais dans tout ce que je n'aime pas faire, moi, j'aime vraiment pas l'école. Ok? Je suis doué, heureusement. Je dis pas ça pour braguer, là, mais c'est vraiment juste.
j'ai une facilité à l'école, puis je suis très chanceux de ça. Mais moi, à l'école, je suis pas perfectionniste. Comme je fais bien mes choses, mais si je pouvais Mais sans coacher plus, là. autant, je le ferais, malheureusement. Je sais que je devrais pas dire ça, mais j'ai vraiment de la difficulté avec l'école. Tu sais, ça a toujours été comme ça. Fait que je dirais que les projets que j'aime faire, c'est sûr que je me donne à fond puis je vais pour la perfection. Puis est-ce que c'est différent avec les études en cinéma ou au contraire, étant donné que ça te restreint encore puis que c'est pas de la création libre parce que j'imagine que vous avez certaines mesures qui vous sont imposées ou quoi que ce soit, puis que c'est noté au bout du compte, j'imagine que vous êtes plus restreint. Est-ce que c'est la même chose pour ça? Ben, ça va dépendre des cours parce que, tu sais, pour ce qui est des projets, quand on a des restrictions, je trouve que c'est plus intéressant qu'autre chose, tu sais, d'essayer de se limiter à certaines choses. Je trouve pas que c'est quelque chose de négatif. Tu sais, même en scénarisation, on a des contraintes à respecter. Puis je trouve que ça nous pousse justement à faire autre chose que ce qu'on aurait fait avec notre instinct principal. Mais je dirais plus c'est certains cours là, qui, mettons, qui m'intéresseraient moins en général. Fait que là, je perds un peu la notion de la perfection. Mais sinon, pour ce qui est des contraintes et tout, je trouve que c'est important d'en avoir des fois parce que justement, ça te permet de faire autre chose que ce que tu aurais fait à la base. OK, fait que ça te permet quand même de t'impliquer puis de te Ouais, pousser ben oui. vraiment au maximum. Ouais, je trouve. Puis comment tu parviens à exprimer ta créativité à travers le cinéma? J'imagine que ça se déroule à travers les visuels beaucoup, mais est-ce que c'est à travers les différents plans? Est-ce que c'est à travers le texte des acteurs? Comment tu représentes ça à l'écran? Ben, personnellement, je trouve que les dialogues, puis tout ce qui est scénarisé, c'est très, très important, là. C'est la base d'un récit parce que si tu as un film magnifique, mais avec un scénario de merde, ça va être un film de merde, tu sais. Tandis qu'un bon scénario, même si le reste est peut-être moins bon, ben déjà, c'est comme une bonne base, tu sais. Mmh. Fait que je dirais que le scénario, ça passe en premier lieu. Les dialogues, j'aime beaucoup écrire les dialogues, puis c'est comme ça qu'on réussit à comprendre mieux les personnages. Fait que ça, c'est quelque chose que, je sais pas, qui me frappe plus. Puis évidemment, au niveau visuel, ben, c'est la partie bonbon du cinéma, là, de tout placer, puis tout mettre à l'image qu'on a dans notre tête. Mmh. Si tu avais à donner quelques conseils à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le domaine du cinéma, ce serait quoi? Les contacts, c'est de se faire des contacts le plus possible parce que ce domaine-là, c'est un domaine de contact puis de connaissances. Donc, d'aller le plus possible dans des événements de cinéma. Là, évidemment, en ce moment, c'est plus restreint, mais tout de même, il y en a beaucoup en ligne. Puis, des fois, on peut même faire comment on dit ça, des speed meetings en ligne, rencontrer des Mmh. nouvelles personnes. Le mouvement Kino, y participer parce que c'est quelque chose de. C'est leur philosophie à eux, c'est de faire avec peu de moyens, mais de le faire maintenant. Fait que ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire que tout cinéaste devrait tester. Il y a des groupes Facebook aussi pour les cinéastes qui s'entraident puis qui se donnent des contrats. Puis même si tu n'as pas d'expérience, tu peux appliquer sur des contrats puis faire des plus petits postes pour commencer parce que tu ne vas pas commencer en tant que réalisateur ou réalisatrice. Ça marche pas comme ça dans la vie. Il faut que tu commences par ramasser les poubelles puis après ça, tu vas devenir Ramasser plus les haut. poubelles. C'est comme ça. Mais tu sais, c'est ça, il n'y a pas de poste qui est moindre que d'autres, mais tu sais, ça reste qu'il y a une échelle, tu sais, dans le cinéma, puis il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, puis bien évidemment, de participer au Festival Émergence le plus possible. C'est un très bon moyen. Ben oui. Puis si tu pouvais parler aux jeunes Zoé, là, si on parle du Zoé de 12 à 16 ans, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouf! Ben, je lui dirais justement de ne pas s'inquiéter sur son identité en général parce que c'est quelque chose qui change avec les années, avec la perception qu'on a de la vie. Puis il n'y a pas de pression à y avoir, tu sais. La vie pour de vrai, c'est tellement. Je sais que ça a l'air comme philosophique mon affaire, là. On dirait que j'ai pris une quote d'un groupe de ma tante Facebook, là. Un groupe de Karen? Ouais, c'est ça, tu sais. Mais tu as une vie pour de vrai.
t'es rendu là, faut que tu prennes chaque moment pour faire ce que tu veux réellement faire. Fait que si un jour ça te tente de te lancer en cinéma, lance-toi en cinéma, puis si le lendemain ça te tente plus de faire ça, ben fais-le plus, tu sais. Il y a Mhm. personne qui peut te juger pour ça, tu sais. Mhm. Puis tantôt, tu parlais du design de mode. Si tu allais pas en cinéma en ce moment, en quoi tu serais? Est-ce que tu serais vraiment en mode? Quel poste t'aimerais occuper? Clairement, ouais, je pense que je serais en mode, puis j'irais vraiment en design, là, pour être designer. Ma mère, c'est ça, elle avait une grosse entreprise de design, fait que probablement que je m'aurais plus impliqué dans son entreprise, puis j'aurais peut-être repris son entreprise. Probablement, d'après moi, c'est ça qui se serait passé. Ah ben c'est cool, tu sais, c'est comme tout connexe aussi en même temps, Ouais. puis c'est tous des domaines qui travaillent ensemble. J'imagine que quand tu trouves le costume, le CCM là, le costume, coiffure, maquillage aussi, ça a tout un lien ensemble avec le cinéma, puis est-ce que tu as pensé à un moment donné à être comme couturier ou créer des vêtements pour le cinéma? Euh, Pas nécessairement. Moi, ce qui m'attirait plus, parce que, tu sais, souvent pour le cinéma, c'est des super costumes, souvent, mais c'est rare que tu aies la chance de faire des costumes Extravagant. c'est ça, extravagants de composition. Tu sais, souvent, c'est des choses plus de base. Fait que c'était pas nécessairement quelque chose qui m'interpellait de les faire. C'était peut-être plus design, plus de la haute couture ou des choses comme ça. Mais évidemment, peu importe, tout morceau de tissu peut être intéressant à choisir puis à analyser, là. Fait que, Mmh. Puis pour revenir sur les réseaux sociaux en finissant, est-ce que tantôt on parlait des commentaires de haine, tout ça, est-ce que tu en reçois beaucoup? Comment tu deals avec ça? ben, je dirais pas que j'en reçois beaucoup parce que je sais pas, j'ai peut-être de la chance, peut-être que c'est comment j'agis, mais Mais de toute personnellement, façon, il mon y aurait expérience. aucune raison à en recevoir là, tu sais, de pas Ouais, justifier non, pourquoi tu non, en non, reçois pas beaucoup. non, 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 exactement. Mais tu sais, mon expérience pour l'instant est vraiment positive, puis la majorité des commentaires que je reçois sont positifs. Je dirais que certains messages qui sont indésirables, mais la nature de ces messages-là, c'est souvent juste des gens qui peut-être qui font ça par jalousie, par manque de respect, juste ben straight comme ça. Fait que sincèrement, j'ai pas vraiment eu de. Ce qui est peut-être plus difficile dans le monde des médias sociaux, c'est le travail qui vient avec, parce que tu sais, souvent, ce qu'on voit, c'est juste le résultat, puis c'est juste Mmh. nos abonnés qui montent, puis nos likes, puis nos. Fait que tu sais, c'est comment, ben oui, toi, tu postes une photo de ça, puis tu fais ton cash avec ça, mais tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. Tu sais, chaque matin, je mets mon cadran, puis il faut que je trouve une nouvelle idée à faire, puis il faut que je la fasse, puis il faut que. Fait que ça, c'est la chose qui est plus difficile, je dirais. Est-ce que tu es quand même discipliné au travail ou tu te laisses vraiment aller que si jamais il y a une idée, ah, tu la notes, puis en temps et lieu, tu vas la concrétiser ou au contraire, tu te mets vraiment au travail puis tu essaies d'être organisé? Je dirais que présentement, c'est un entre-deux. Tu sais, j'essaie d'atteindre l'équilibre parfait pour pouvoir me sentir bien dans ma tête, puis en même temps pouvoir être performant. Parce que justement, au début de ma carrière TikTok, et quand j'ai vu que mes abonnés commençaient à monter puis que ça devenait quelque chose de sérieux, ben, tu sais, là, je me disais, chaque jour, il faut que je pose 2 vidéos. Puis là, Tu te j'étais mettais de la comme, pression, ouais. me mettais beaucoup de pression, puis mon contenu était moins bon aussi à cause de ça, parce qu'à un moment donné, je virais fou, là, tu sais, tu peux pas tout le temps produire, c'est impossible de produire une vidéo par jour qui est excellente, tu sais, ça Mhm. n'a pas de bon sens. Fait que maintenant, je mets mon, tu sais, c'est tout le temps dans mon horaire qu'il faut que je le fasse, puis j'essaie de le faire le plus possible, mais tu sais, s'il y a une journée que j'arrive, j'ai pas d'idée, ben, je vais pas comme commencer à pleurer puis capoter, je vais juste faire, OK, ben, regarde, on passera à demain, puis j'essaie d'avoir un meilleur équilibre avec ça. Mhm. Puis sinon, pour la suite, où on peut te suivre, quels sont les projets qui t'attendent? Peux-tu nous en dire plus là-dessus? Oui, ben évidemment, je continue sur TikTok. Donc, pour ce qui est de où me suivre, vous pouvez me suivre sur TikTok, Instagram ou YouTube à Zozo Duval. Et mes prochains projets, ben, il y a ma chaîne YouTube que je viens de commencer. Fait qu'il y a beaucoup de vidéos qui s'en viennent, des collaborations, entre autres avec Pascal de Blois. Oui.
et plein d'autres. Et puis, évidemment, au niveau du cinéma, ben, j'ai le Festival Émergence qui a lieu du 15 au 18 avril. Donc, j'imagine que ça va sortir dans ces eaux-là, là, le podcast. Ouais. Fait que c'est ça, le Festival Émergence qui a lieu en ligne. Fait que vous allez pouvoir avoir accès à plein de courts-métrages gratuitement sur notre site web au www.festival-émergence.com et à plein d'activités aussi, des conférences, des ateliers. Puis sinon, ben, restez à l'affût sur mes plateformes parce que justement pour suivre mes autres projets comme mon long métrage qui est en développement. C'est pas mal ça, je pense. Puis pour le festival, est-ce qu'on va pouvoir voter? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est comme une petite compétition entre tous les courts-métrages et longs-métrages, tu sais? C'est une compétition de court-métrage qui est jugée par un jury. Cette année est composée de Georges Camarotti, Loïc Guyot, puis Alice Morel-Michaud. Donc, vous allez pouvoir savoir les gagnants aussi lors du gala du 18 avril à 20h. Fait que ça va être sur notre page Facebook. Puis cette année, c'est animé par Chloé Deblois et Nabil Queen. Donc, ça devrait être pas mal cool. Il est pas mal comique, Nabil Queen, donc j'en Ah, doute pas. On a hâte de voilà. voir ça. Puis je te remercie d'être passé au podcast. C'était une vraiment belle discussion, très eye-opening aussi. On est allé dans le plus deep au départ. Puis autant que c'était professionnel, aussi personnel. Donc c'était super intéressant d'apprendre à te connaître. Ben, merci à toi de l'invitation. C'est cool. Pour les auditeurs en ce moment, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube du Jason Ambition Podcast. C'est là que vous allez pouvoir retrouver le podcast en version vidéo. Sinon, en version audio, il est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Donc, par exemple, Apple Podcasts, Spotify, tout ce qui peut s'offrir à vous pour écouter des podcasts en général. Sinon, je vous demande aussi de commenter ce que vous avez préféré de ma discussion avec Zoé et de laisser un rating de 5 sur 5 au podcast. Ça nous aide toujours. C'est ce qui m'aide vraiment à réussir à avoir des invités aussi impressionnants puis aussi inspirants. Donc, c'est super important pour moi. Je vous remercie. On est en train de bâtir une super grosse famille, j'en reviens pas. Puis, j'ai hâte de voir la suite des choses par rapport au podcast. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du Jason Ambition Podcast. Ciao!